Bonsoir à tous, bienvenue dans iWeek, mardi soir, 20h, 21h. On est en direct pour une heure ensemble autour de l'actu de cet écosystème Apple qui nous passionne. On est 8 jours après cette keynote qu'on a suivie ensemble lundi dernier, alors keynote particulière, d'abord pour une raison, parce qu'elle a été exceptionnellement courte. On va revenir sur tous les grands moments de cette conférence qui avait lieu à Cupertino en Californie. Et puis on va dérouler avec les amis le reste de l'actu de la semaine, comme c'est notre habitude tous les mardis. Et je suis très heureux à nouveau de vous retrouver, chers amis. On va commencer par faire notre petit tour de table pour vous saluer à tour de rôle. Et on va commencer par aller dans le Nord pour retrouver Eddy Magnette. Salut Eddy. Bonsoir Benjamin, toujours un plaisir d'être là parmi vous pendant une heure. Et j'en profite pour saluer aussi tous ceux qui nous suivent. Oui. Absolument, ils sont nombreux, les fidèles et les autres d'iWeek. Au fil des semaines, on se crée une communauté, mais c'est une vraie bande et c'est très sympa de vous retrouver toutes les semaines. C'est un rendez-vous qu'on attend. Eddy, on va rappeler que tu es donc rédacteur sur tablette tactile. .net, c'est ça. Et puis aussi sur objeco.com. Donc là, c'est un site internet qui s'intéresse aux objets connectés et qui commence à se faire une petite place sur Internet. Et ben voilà, tu vois, je le savais même pas. Alors, et ben voilà. tu fais bien de me le dire. J'étais pas au courant de cette. Alors c'est un site collaboration. C'est un site qui est le petit frère en fait de tablettetactile.net. Et donc voilà, on a créé un nouveau site qui s'intéresse aux objets connectés. Et ben très bien. Un spin-off. Exactement, le spin-off. Exactement. Avec toujours Cédric aux commandes ou pas ? Avec toujours Cédric et Vincent aux commandes. Voilà, qu'on salue, qui sont donc les co-créateurs de tablettetactile.net. L'autre, deuxième participant à cette 27e édition d'iWeek saison 3, c'est un fidèle parmi les fidèles, Eli Abitbol. Et là, on se propulse sur la Côte d'Azur. Salut Eli. Bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être là. Donc, iWeek fait des petits miracles parce que pour profiter de ce long week-end pascal, figurez-vous que j'étais au lit avec la grippe et puis ce matin, l'adrénaline et voilà, me voici parmi vous. Et ben voilà. Et puis après, tu auras un gros coup de barre dès que ce sera terminé. Probablement. Bien, mais au moins, si on peut te donner la pêche pendant une heure, c'est toujours ça de prix, comme on dit. On souhaite que tu te rétablisses vite, en tout cas, Eli. T'es un petit peu près de ta webcam, comme si t'allais la manger. Tiens, ouais. Peut-être que tu peux peut-être reculer un petit peu pour notre confort visuel. Et le troisième participant de l'émission, c'est encore une autre région de France, puisqu'on est plutôt dans le sud-ouest, avec toi, Gilles. Salut. Salut, on est à Pau, pour être précis. Donc, c'est carrément le sud-ouest, effectivement. Gilles Dounès, donc ancien rédacteur en chef de MacPlus.net. C'est ça. Et comme Eli et comme beaucoup d'autres dans iWeek, expert de l'univers Apple. Expert, j'irai pas jusque-là, mais bon, observateur de longue date en tout cas. Absolument, observateur de longue date. Bon, dans cette émission, on va évidemment revenir sur la semaine dernière, sur la keynote du 21 mars. Oui, on t'entend, Gilles, d'ailleurs, quand tu dis des gros mots, fais attention. Keynote du 21 mars. Et puis, on va dans un instant s'intéresser à l'actu la plus brûlante. Et en ce mardi, c'est évidemment à nouveau l'affaire entre Apple et le FBI. À tout de suite. Voilà, iWeek, c'est en direct. Si vous nous regardez à l'occasion de cette première diffusion, vous pouvez évidemment participer. Vous manifestez en utilisant le hashtag de l'émission iWeekTV, vous le voyez en bas à droite. Et puis aussi, je vous invite à vous abonner au compte Twitter de l'émission. Je l'ai plus en tête, mais voilà, il est écrit sur le bandeau sur votre écran. Alors, l'actu du jour, de ce début de semaine, c'est le nouveau coup de théâtre dans l'affaire qui oppose Apple au FBI. C'est un sujet, je sais les garçons, que vous suivez de très près.
Qui veut prendre la main en premier sur le sujet? Moi, je veux bien. Ellie. Allez, Ellie, vas-y. Alors, épisode ou nouveau chapitre majeur là, franchi ces dernières heures. Oui, troisième acte, ou peut-être conclusion. Donc, vous avez suivi les rebondissements de cette affaire, les multiples déclarations des uns et des autres. Eh bien, il semblerait que le FBI ait fini par faire appel à une société extérieure, dont on va parler après, qui est très connue et apparemment, enfin en tout cas des experts, et qui a essayé de déverrouiller cet iPhone 5C. Et il semblerait, après une série d'hésitations, qu'ils aient quand même réussi. Et donc cet iPhone n'est plus verrouillé. Et donc le FBI sait maintenant ce qu'il y a dans cet iPhone, mais évidemment, ils ne le disent pas. Ouais. Alors, ma première réaction, ça a été de me dire, est-ce qu'on peut les croire? Et qu'est-ce que vous en pensez? Ellie, vas-y, Ellie. Oui, donc la technologie que cette société, qui est une société israélienne qui s'appelle Cellebrite, qui apparemment est très connue, donc, mais uniquement des professionnels dans des cas très pointus, marcherait sur un iPhone 5C, évidemment pas du tout sur un iPhone 5S et au-delà, parce qu'ils ont une technologie très pointue qui doit facturer, à mon avis, très très cher, qui consiste à réécrire une puce de l'iPhone, qui est une puce NAND, pour ceux qui connaissent, de façon extrêmement rapide, c'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à la réécrire avant que l'iPhone l'efface. Et du coup, ils peuvent se permettre d'essayer des mots de passe, de réeffacer ce contenu de mémoire avant que l'iPhone ait eu le temps de se verrouiller. Donc c'est un peu technique, mais apparemment ça marche. Ouais. Eddie, on ira voir Gilles dans un instant. Eddie, comment est-ce que tu as pris cette nouvelle et est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses qu'ils y sont effectivement parvenus? Pour répondre à ta question, je pense que si, à mon avis, ils en font la publicité, c'est qu'effectivement, ils y sont parvenus. Maintenant, ce qui va être amusant, c'est peut-être de se rendre compte qu'il n'y a absolument rien dans cet iPhone qui puisse aider le FBI dans cette triste affaire. Et finalement, de se rendre compte qu'au final, on va avoir eu, on va dire, une passe d'armes quand même assez importante entre le FBI et Apple, qui aura servi à rien finalement. Et alors après, est-ce que le FBI a réussi? Certainement. Je pense que s'ils l'annoncent, on peut penser que c'est parce qu'effectivement ils y sont arrivés. Mais voilà, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans cet iPhone? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse intéresser le FBI dans cet iPhone? Et là, c'est pas du tout parce que si mes souvenirs sont exacts, c'est l'iPhone professionnel et non pas l'iPhone personnel que cet iPhone 5C, je crois. Tu sais quoi, je pense que si Guillaume était là, il aurait surgi, il t'aurait dit mais non, là, le vrai sujet, ce n'est pas ce qu'il y a dans cet iPhone, c'est le fait que le FBI a réussi à percer le secret de l'iPhone et donc à accéder à ces données qui sont censées rester confidentielles. C'est ça le vrai sujet. Ouais, même si Ellie le disait, a priori, c'est une technique qui marche pour l'iPhone 5C, mais qui ne marcherait pas pour les autres modèles, les modèles donc, qui viennent après l'iPhone 5C. Donc sur un 6, 6S, 6S Plus, a priori, cette technique ne marcherait pas. Ouais. Alors, oui, Gilles, expliquez-moi. J'ai pas bien compris pourquoi ça serait limité à l'iPhone 5C. Parce qu'il y a on reproduit la puce NAND sur un miroir que l'on restaure à la volée avant que l'iPhone ait eu le temps de s'effacer. Ce qui fait que on bouche un trou avant qu'il ait le temps de se creuser. Ouais. Juste la puce NAND, pour ceux qui sont pas trop des spécialistes, c'est quoi? C'est la mémoire? C'est une mémoire. C'est ça. La mémoire flash, en fait, c'est ça. Oui. C'est ça. Et, en fait, et donc, ça ne représente que 60... Enfin, ça ne représente plus que 40% et moins de 40% maintenant du parc en activité, ce que Apple considère comme son parc en activité, puisqu'il considérait qu'on avait 60% en septembre et dernier, et les ventes d'iPhone ont fait un bond depuis, même si elles ont
peu tassé, on peut considérer que ça représente une forte minorité, mais ça n'est plus qu'une minorité d'iPhone qui sont susceptibles d'être craqués. Ouais. Bon, et pour compléter ce que vient de dire Gilles, simplement ça s'arrête au 5C, parce qu'à partir du moment où il y a Touch ID, donc 5S et au-delà, tout est encrypté à partir de Touch ID. Donc, pour tous ceux qui utilisent Touch ID, c'est impossible à partir de ce moment-là. Alors, excusez-moi, mais pourquoi est-ce qu'on a fait un tel foin de cette affaire si le FBI devait se douter depuis le départ qu'il pourrait accéder aux données de l'iPhone 5C? Il y a toujours une bonne raison d'aller regarder dans les serrures et écouter aux portes. Donc c'est un principe. Ce que Jean-Christophe, j'aurais bien aimé qu'il soit là pour avancer ses arguments. Allez, on pense aux absents. On pense aux absents ce soir. Guillaume, Jean-Christophe, Teddy évidemment. Teddy aussi, ouais. Oui. Mais en plus, Jean-Christophe avait un point de vue de juriste qui était celui qui était avancé par le FBI. L'État considère que il a le droit de savoir ce qui se passe dans les smartphones partout. Donc il y avait un précédent à créer là, je crois. Mais il va falloir, comme dit Eddy, et c'est la première réflexion que je me suis faite, c'est il va falloir qu'ils nous disent maintenant ce qu'il y avait dedans. Et ce qu'on a su aussi après, c'est que apparemment ça avait coûté 15 000 dollars aux contribuables américains, ce qui aurait été facturé au FBI c'est une filiale de Sun Microsystems qui a des clients par ailleurs partout dans le monde sur deux volets, la sécurité d'une part avec les services de renseignement, les services de police et l'armée israélienne au premier chef, je pense. Et ensuite, les opérateurs et les distributeurs de smartphones, dans le monde entier, il y a plus d'une centaine de clients. C'est tout sauf une petite start-up, puisqu'il y a plus de 150 salariés, si ma mémoire est bonne. Je crois que tu avais dit 500. 500, je me souviens plus. Je crois que tu avais dit 500. J'avais regardé sur le site corporate comment la société se présentait, et ils ont une façon de présenter leur activité de valorisation tout au long du cycle de vie du smartphone ou du téléphone, éventuellement en récupérant les données dedans qui restent pour optimiser la valeur pour les constructeurs et les gens qui récupèrent les smartphones, qui fait assez froid dans le dos, je trouve. Juste Gilles, parce que on est d'accord, c'est pas un problème d'argent. Hein. Je veux dire, le fait que les contribuables, il y ait une facture de 15 000 dollars pour avoir percé le secret de cet iPhone, je pense que les Américains globalement étaient prêts à les dépenser. C'était pas le problème. Pourquoi faire ? Dans quelle mesure c'était intéressant ? On le saura peut-être, ou peut-être on le saura jamais. Mais en tout cas, par rapport à toute cette polémique, maintenant, on en est au point où cet iPhone a apparemment été décrypté. Donc le FBI va pouvoir continuer son travail. Est-ce qu'ils vont en tirer quelque chose ? On ne sait pas. Le monde ne s'est pas écroulé. Apple n'est pas en danger de mort. Et finalement, on a fait beaucoup de foin pour peut-être pas grand-chose, hein. Non, parce que on est dans ce qui est rassurant, c'est que visiblement, il faut avoir l'appareil dans les mains et il faut le désosser pour pouvoir avoir accès à ces données. Ce n'est pas on est d'accord. Un cassage logiciel. Ce que disait Tim Cook, j'ai pas de leçon de communication à lui donner, hein, mais le fait d'avoir utiliser la métaphore du cancer n'était peut-être pas la meilleure idée du monde. On est plutôt dans une logique de prolifération, au sens de prolifération nucléaire, où on a pour les meilleures raisons du monde
développer un outil où on cherche à le faire développer et ensuite c'est très très difficile d'enrayer sa diffusion, y compris à des gens pour lesquels il faudrait pas qu'ils tombent dans de mauvaises mains, quoi. Je continue à c'est pas dans être ce d'accord. sens-là que on était dans un combat plutôt idéologique que pragmatique sur l'iPhone d'un pauvre idiot qui s'est auto-radicalisé en plus, vraisemblablement. Et puis, encore une fois, moi j'essaye d'avoir une position un peu équilibrée. Je ne suis pas pour qu'Apple fabrique une backdoor que tout le monde pourrait utiliser, mais je ne suis pas non plus pour qu'il refuse toute forme d'aide dans la lutte contre le terrorisme. Donc là, avec les bons moyens... C'est au-delà de ça. Il faut avoir en mémoire les dates, la capacité de crypter de façon beaucoup plus ferme. L'iPhone date de 2013 et c'est à peu près le moment où Apple identifie et désigne la Chine comme un levier de croissance et une terre de conquête. Donc la corrélation des deux dates est tout sauf un hasard et comment dire, il y a toujours une bonne raison pour vouloir, y compris judiciaire, hein, tous les systèmes judiciaires ne sont pas aussi indépendants qu'aux États-Unis et dans une moindre mesure en Europe, en Chine, en Russie et dans beaucoup d'autres pays. On sait fabriquer des procès avec des charges bidons pour obtenir ce qu'on veut et mettre en cause qui on veut. Eddy, ton point de vue justement sur cette bataille d'ordre idéologique ou pragmatique pour toi ? Je pense aussi que le FBI se rend compte d'une chose, c'est que les attentats terroristes, tout ce qui aujourd'hui trouble notre sécurité et notre paix au quotidien, fait que ce genre de choses est appelé à se reproduire peut-être dans les années, dans les mois qui viennent. Et je pense que l'idée, c'était aussi d'avoir un OS qui permette de rentrer facilement dans les iPhones. Et au-delà de ce simple cas d'un iPhone 5C qui, on l'a vu, finalement, n'a pas été si compliqué que ça ça n'a pas été si dur que ça de rentrer dedans, finalement, puisqu'on y est arrivé. Je pense que le FBI pense aussi à l'avenir et veut, pour l'avenir, pouvoir rentrer dans n'importe quel smartphone, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, et Eli l'a rappelé, depuis l'arrivée de Touch ID, c'est bien plus complexe de rentrer dans un iPhone. Et le but du jeu, c'était aussi de montrer un peu les muscles devant Apple pour leur dire, là c'est un iPhone 5C, mais peut-être que demain ce sera un 6S Plus ou que sais-je encore. Et du coup, ce sera beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça aussi, je crois que le FBI a engagé cette passe d'armes avec Apple. Alors, vous êtes nombreux, comme chaque semaine, à nous suivre en direct pour cette première diffusion d'iWeek en ce mardi soir, 20h, 21h. Vous commencez d'ailleurs à nous envoyer vos messages via Twitter avec le hashtag iWeekTV. Je voudrais vous saluer. Alors, je ne vais pas lister tout le monde, mais les fidèles sont au rendez-vous. Et Céline nous dit notamment il serait souhaitable que le FBI informe Apple de la faille maintenant qu'ils ont pu obtenir les données. Ça va dans le même sens que toi, Eddy, par exemple. Et puis, autre réaction, c'est celle de Thibaut, lui qui n'est pas choqué par le fait que le FBI ait réussi à percer les secrets de ce smartphone. Du moment qu'il craque les iPhones contre des terroristes, je m'en fiche, mais c'est clair qu'il ne faut pas que ce soit courant et donc à réserver à des cas exceptionnels. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, selon vous, du fait que le FBI a réussi, donc avec l'aide d'une société tierce, à passer les protections, on va dire, qui étaient en place sur cette génération-là, en tout cas? Ou est-ce qu'on peut se dire qu'avec les iPhones les plus récents, nos données sont effectivement à l'abri, comme le souhaite Apple? C'est le problème la problématique du coffre-fort et du perceur de coffre-fort, c'est combien de temps est-ce qu'il faut qu'il résiste pour que ça soit dissuasif et efficace. Qu'il rentre dedans, après tout, pourquoi pas.
La question c'est dans quel moyen il faut déployer et combien de temps ça doit prendre. On arrive toujours à avoir les renseignements. On a parlé, Guillaume l'a évoqué, la NSA a probablement des moyens logiciels de casser ces protections. Il ne faut pas que ça soit à la portée de n'importe qui et de n'importe quel gouvernement ou n'importe quel système mafieux. Sinon, il n'y a plus de possibilité d'avoir une vie privée et d'avoir même une activité politique. Jean-Christophe avait parlé d'écoute, pris la métaphore des écoutes résidentielles à des fins judiciaires, mais ça a été aussi un moyen d'essayer de tourner la démocratie, y compris aux États-Unis, avec l'affaire du Watergate. Donc c'est pas non plus anodin. Mais le fait Gilles, le fait que le FBI ait besoin de passer par une société tierce, ça veut bien dire qu'ils ont, pour l'instant en tout cas, pas les capacités en interne. Alors c'est pas rassurant parce que des privés peuvent accéder à nos données, mais le FBI en tout cas n'a pas les moyens a priori de le faire tout seul. C'est le FBI, c'est une agence gouvernementale parmi d'autres aux États-Unis. Ce n'est pas forcément eux, c'est une agence judiciaire après tout. C'est l'équivalent de la police judiciaire en France. Les services de renseignement sont beaucoup plus richement dotés pour les raisons qu'on sait. Mais pour des raisons de lutte contre le terrorisme. Alors ma question est claire. Est-ce qu'il faut davantage s'inquiéter du fait que finalement ce soit une société privée qui ait réussi à percer les secrets de cet iPhone, ou au contraire, est-ce qu'il faut plutôt se dire que le FBI n'en a pas été capable, et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour notre vie privée à tous. Ça fait 40 ans qu'on dit, depuis les États-Unis en particulier, que l'État ne sait pas faire et que moins il y a d'États, mieux c'est. Donc on ne peut pas non plus s'étonner que le bras armé de la société ne soit pas capable de mener des opérations aussi pointues. Alors, Gilles, s'en étonner ou s'en inquiéter, je n'en sais rien, mais ça a toujours été, y compris dans la Silicon Valley, puisque c'est l'équivalent en Israël. Oui. Non, en fait, Elie essayait de parler, mais il arrive pas à remplacer. Vas-y, Elie. C'est incroyable. Elie. Alors, plutôt une bonne ou plutôt une pas bonne nouvelle ? Non, pour moi, je pense qu'il faut relativiser. Tout n'est ni bon ni mauvais. Je pense que le fait qu'il se soit adressé à une société qui est spécialiste dans ce domaine-là et qui travaille avec énormément de sociétés très connues et même des gouvernements, y compris d'ailleurs en France, ça veut dire qu'il y a des spécialistes et que ces gens-là ont des protocoles et savent bien faire les choses. De notre côté, le FBI est soumis à un certain contrôle dans un pays démocratique. Même si les États-Unis, on peut en dire ce qu'on veut, mais il y a quand même un minimum de contrôle autour. C'est beaucoup plus inquiétant ce qui pourrait se passer. Et ils n'ont pas besoin de notre avis et de notre accord en Chine. Vous savez que un des logiciels qui permettait d'extraire le contenu d'un iPhone était fabriqué en Chine et était vendu. Bon, ça ne marche plus avec les tout derniers systèmes, mais ils avaient un système vendu aux environs de $100 qui permettait d'extraire le contenu d'un iPhone. Et ça, c'était dans le commerce, c'était pas les services secrets chinois. Donc, il faut beaucoup plus craindre ces gens-là que le FBI, quoi. Bon, Eddy, on va finir avec toi sur le sujet. Alors là, je suis à 100% d'accord avec Elie. Je pense qu'effectivement, il y a quand même plus lieu de s'inquiéter de voir des sociétés privées réussir à mettre la main sur le contenu d'un iPhone qu'une agence gouvernementale. Parce que effectivement, demain, finalement, ces sociétés-là, est-ce qu'ils vont pas réussir à répéter la même chose, mais sur les dernières générations d'iPhone ? Et effectivement, est-ce qu'il n'y a pas des sociétés chinoises qui vont aussi continuer dans le sens que Kelly vient d'évoquer il y a 2 minutes avec ce logiciel qui permettait d'extraire le contenu ? Est-ce qu'on ne va pas réussir à refaire la même chose dans les années qui viennent ? Et
autant aux États-Unis, bon voilà, hein, c'est quand même une démocratie, même si elle n'est pas parfaite, autant dans certains autres pays, il y a tout lieu de s'inquiéter que l'on puisse mettre la main sur le contenu d'un téléphone en toute aisance. Hein. Maintenant, oui. Non, il y avait juste. Juste dans 6 mois, peut-être que le débat ne sera pas le même, parce que si Donald Trump est élu président des États-Unis, il est capable de faire passer une loi obligeant, sous une requête fédérale bien sûr, et avec des garde-fous, des sociétés commerciales américaines à coopérer avec le gouvernement, parce qu'il a l'air très clair sur ce sujet, en tout cas. Comment dire ? Mais ça fait, pour finir avec la question de Benjamin, ça n'est pas le seul domaine où l'État abandonne ses prérogatives régaliennes, on privatise et on abandonne au privé de plus en plus de domaines, y compris dans la sécurité. Les Anglais et les Américains ont privatisé, ont abandonné au privé tout un tas de domaines logistiques, en particulier au niveau de leur armée. Il y a des pans entiers de souveraineté qui sont abandonnés par les États pour des raisons purement idéologiques. Ouais. Donc, ce n'est qu'un domaine parmi d'autres. Un dernier mot avant de clore ce chapitre du FBI. La réaction d'Apple, la réaction indirecte, mais rapportée par plusieurs médias américains, dont BuzzFeed, c'est ça ? C'est ça. Ils se moquent clairement de... C'est la réaction résumée, ce qu'on raconte depuis maintenant près de 30 minutes, c'est-à-dire que tout ça pour ça. Et qu'est-ce que... il y a une conférence téléphonique où ils insistaient sur le fait que ils se donneraient tous les moyens de savoir comment le FBI a pu, quelle est la faille qui a été exploitée. Ah non, ça rejoint le message de Céline. Philippe Legrand aussi nous écrit pour nous dire de pas trop nous en faire, pas trop de stress, dit-il. C'était un 5C. De plus, Apple va ne faire qu'augmenter la sécurité de ses appareils. Ce qui est un peu paradoxal, entre guillemets. Parce que Touch ID, c'est très bien et c'est basé sur les empreintes. Mais tous ceux qui regardent Mission Impossible et d'autres polars comme ça savent qu'une empreinte, ça se récupère et ça se reproduit. Donc, oui, il y a des brevets qui sont, des rumeurs en tout cas, qui sont en train de sourdre sur on en parlera peut-être avec Eddie qui a mis également le lien sur le conducteur, sur une reconnaissance à partir de l'iPhone 7 ou à partir de 2017, la reconnaissance sur la pupille ou la reconnaissance du visage. Ça, c'est beaucoup plus dur. Ouais, effectivement. Bon. Et pendant ce temps, chez Microsoft. Oui. Parce qu'on avait un petit sujet, parce qu'on a beaucoup parlé d'Apple allons-y. Et des dangers, mais il y a une petite news qui n'a pas beaucoup été diffusée dans les médias, quelques-uns quand même, mais pas dans les grands médias, comme quoi Microsoft aurait quand même cédé à une demande chinoise et aurait fait une version de Windows 10 un peu customisée pour le gouvernement chinois. Ouais. Oui, donc, ça en même temps, c'est pas une surprise. Windows a été longtemps une backdoor énorme avec un tout petit peu d'interface autour, quoi. Donc, au moins jusqu'à XP. Bon, on va suivre tout ça. Je pense que ça veut dire que le feuilleton n'est pas complètement terminé parce que le FBI a sans doute réussi à percer le secret de l'iPhone 5C, mais que va-t-il se passer avec les autres ? Je n'ose imaginer que l'actualité nous emmène sur d'autres terrains du même style, mais c'est malheureusement fort possible dans l'avenir, et donc on va sans doute en reparler longtemps de cette histoire. Allez, on va se retrouver dans un instant, le temps de tourner une pause. On va revenir à une actualité plus légère, plus joyeuse. Si je peux dire, c'était lundi dernier, il y a 8 jours,
la keynote et on va y revenir pendant cette deuxième demi-heure d'iWeek. À tout de suite. Voilà, c'était donc le 21 mars à Cupertino, Tim Cook sur la scène de Town Hall, cette toute petite salle, hein, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, salle qui sert d'habitude pour les événements internes, hein, à Cupertino, un auditorium d'à peine 300 places, hein, selon mes calculs, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette keynote d'il y a 8 jours ? Quand on en reparle comme ça, qu'est-ce qui vous vient tout de suite à l'esprit ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? C'est clair que pas trop trompé sur les prédictions. Donc on devient, je pense, assez fort en keynotite. Ouais. Et que finalement, après peut-être une légère déception parce qu'on attend toujours de la magie d'Apple et qu'ils peuvent pas faire de la magie à tous les coups. Finalement, les produits sont pas si mal que ça au niveau technique. En tout cas, c'est ce que nous disent les médias qui ont eu la possibilité de le tester aux États-Unis. Nous, malheureusement, on n'a pas encore. On les a, mais Apple nous a mis une NDA tellement forte cette fois-ci sur les produits qu'on ne peut même pas déballer les boîtes, quoi. Donc, il faut qu'on attende le 30 au soir avant de pouvoir réellement les tester. Mais il semblerait qu'ils soient quand même pas si mal, quoi. Tu les as, c'est-à-dire qu'on va rappeler, Elie, que tu es donc Apple Premium Reseller, donc tu es revendeur Apple, tu as cofondé deux enseignes à Nice et à Cannes, c'est MCS. Tu es aussi président des Apple Premium Resellers, et donc les produits, concrètement, tu les as déjà reçus ? Oui, pour la première fois, d'ailleurs, on les a reçus très tôt. On les a reçus il y a plusieurs jours de ça, mais avec une NDA très stricte en disant, écoutez, on vous a envoyé les produits, ils sont dans un carton, vous ne touchez pas au carton, vous n'ouvrez pas les boîtes, vous n'activez pas les produits parce qu'évidemment, ils le savent. Dès qu'on va mettre en marche un iPad ou un iPhone, ils le savent. Et donc, il faut attendre le 30 au soir après la fermeture des magasins, après la fermeture, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de clients, pour commencer à les poser sur les tables, à préparer les démos, etc., à mettre les posters, tout ce qui va bien, de façon à ce que le 31 au matin, à l'ouverture de tous les magasins en France, que ce soit les retail stores Apple ou que ce soit les APR ou d'autres circuits, les produits seront là et bien là. Et donc, pour ceux qui s'inquiétaient, c'est pas la peine de vous précipiter. Tout le monde a reçu des produits. On en aura disponibles. Donc, tout le monde en aura. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. La distribution Apple s'améliore de jour en jour. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va quand même vous rappeler ce qui s'est passé la semaine dernière. On était donc réunis très tôt, hein, parce qu'il y avait exceptionnellement 8 heures de décalage au lieu de 9 d'habitude. Sous cette bannière, cette invitation, Let us loop you in. Autrement dit, laissez-nous vous mettre dans la boucle, hein, grosso modo. Alors, il y a toujours des indices dans les invitations. Peut-être qu'on peut la décoder après coup. Eddie, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, ce qu'il faut y voir, finalement, maintenant qu'on sait quel était le contenu de cette conférence ? Je pense que, moi, la boucle, je y ai vu directement la référence à la montre. Ouais. D'autant qu'en plus, c'était un peu le produit phare de l'année dernière, donc on pouvait penser qu'Apple allait de nouveau en parler en ce début d'année, hein, pour qu'on n'oublie pas que l'Apple Watch, finalement, c'est le produit un peu que l'on veut mettre en avant du côté de Cupertino. Ouais. Donc j'ai vu une référence à la montre, forcément. Alors effectivement, on n'a pas eu d'Apple Watch 2, par contre on a eu des nouveaux bracelets. On a eu une baisse de prix quand même qui permet quand même d'avoir une Apple Watch un petit peu plus accessible. Vous ne l'aviez peut-être pas dit la semaine dernière, mais il y a aussi, et puis c'est surtout parce que on l'a découvert un peu cette semaine, mais l'Apple Watch Edition qui est du coup maintenant un peu en retrait. C'est surtout les Apple Watch Sport et l'Apple Watch classique qui sont mis en avant. Donc finalement, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'Apple Watch pendant cette conférence, mais je pense que tout doucement, on est en train de préparer la sortie de la suite pour le courant de l'année, je pense. D'accord. Et quelque part, pour revenir un peu aussi sur cette première conférence, finalement, les nouveaux produits sont sortis l'année dernière. Une nouvelle Apple TV, un iPad Pro, une Apple Watch. Donc, cette première conférence, finalement, il ne fallait pas attendre grand-chose, sinon une mise à jour de certains produits. Et ça a été le cas avec l'iPad, qui est devenu un iPad Pro, donc 9,7 pouces, et puis avec l'iPhone SE qui a vu le jour et qui remplacera assez bien les iPhone 5C, 5S
Et a priori, le téléphone se vend déjà plutôt bien. Enfin, au niveau des précommandes en Chine, ça marche plutôt bien. Ouais, alors on va évidemment en reparler. Bon, sur le déroulé de cette conférence, on a donc assisté à une conférence, à une keynote extrêmement courte, parce qu'elle a duré à peine 1 heure. Et puis, il y avait 30 minutes seulement sur les produits, puisque Exactement, la première demi-heure, ouais. c'était l'environnement, la santé. Donc là, Apple a déroulé un petit peu ses valeurs pendant une petite demi-heure. Ouais. Et effectivement, il n'y avait qu'une demi-heure de produits, ce qui est d'habitude, une demi-heure, c'est un produit. Voilà, c'est le temps pour un produit. Et parfois, c'est même plus long. Donc effectivement, c'est une conférence assez courte, mais finalement... je l'ai trouvé plutôt efficace comme conférence, surtout au vu de ce qu'il y avait à présenter. Alors, si vous êtes avec nous en cette première diffusion du mardi, 20h-21h en direct, dites-nous ce que vous avez retenu, ce qui vous a plu, ce qui vous a déçu lors de cette keynote. On va revenir sur les différentes annonces les unes après les autres. On va peut-être commencer par l'iPhone SE, sur lequel on savait presque tout. Sur quoi est-ce qu'Apple nous a peut-être un peu surpris à propos de cet iPhone SE, Gilles? La couleur, l'or rose, mais sinon, beaucoup de choses avaient fuité. Le prix peut-être, qui est plus doux, moins premium qu'on aurait pu le craindre. Ouais. Sinon, on est clairement sur un produit d'attaque pour une population qui avait été un petit peu oubliée, celle qui n'apprécie pas forcément les écrans très très grands et pas très faciles à utiliser quand on a des petites mains, quoi. Ouais. Comme beaucoup l'ont fait remarquer depuis, c'est quand même un iPhone qui passe. Alors c'est pas un iPhone comment on dit, low cost, Ah non. mais c'est quand même un iPhone qui passe un cap plus que symbolique, puisqu'il est sous la barre des 500 €. Il est richement doté, en plus. C'est la première fois, Elie, de mémoire de... En tout cas, c'est par rapport à c'est en rapport qualité-prix, c'est certainement l'iPhone le moins cher par rapport à ce qu'il embarque. Donc, c'est en fait un 6S, quasiment un 6S avec un écran 4 pouces. Et du coup, c'est une petite Ferrari, quoi. Donc, pour tous ceux qui trouvent qu'un 4 pouces est suffisant, moi, je trouve que le rapport qualité-prix, il est juste génial. Ouais. C'est vrai que la surprise, elle vient de là, finalement, c'est qu'on n'a pas du tout un iPhone au rabais. On a vraiment un téléphone de bonne facture là, avec les derniers composants quasiment. Et pourtant, on a effectivement un appareil qui est sous la barre des 500 €. Et c'est vrai qu'Apple nous a pas habitués à ça, surtout au regard des autres produits, des autres gammes qui ont tendance à prendre au niveau du prix. C'est vrai que c'est un produit qui s'apparente comme un bon rapport qualité-prix, je crois. Et pour toutes les personnes qui n'aiment pas les téléphones à grands écrans, je crois que là, il y a un sérieux concurrent qui va rentrer dans la danse dès jeudi. Ouais. À mon avis, je parie quand même sur des bonnes ventes pour cet iPhone SE, que ce soit en Chine, puisque les précommandes démarrent fort, ou que ce soit chez nous d'ailleurs, parce que je crois qu'il devrait plaire ce modèle. Ouais. Bon, on voit la baseline. Évidemment, on a eu un tweet et il a raison, Philippe. C'est que le prix est très doux, effectivement, aux États-Unis, puisqu'en France, comme d'habitude, il y a un petit supplément sur l'iPhone. Je ne sais pas si c'est la taxe sur la copie privée ou autre chose, ou si Apple augmente ses bénéfices. Il y a l'euro qui a baissé beaucoup, et Apple est impitoyable sur le confort qu'elle s'octroie au niveau de la couverture de change, dans la mesure où elle prévoit relativement large, de trimestre en trimestre, et ensuite les prix qui sont fournis aux États-Unis sont des prix hors taxe, parce qu'il n'y a pas de taxe de TVA fédérale. Elle est appliquée différemment, État par État. Oui. Donc si je vous suis bien, donc c'est un excellent compromis, un très bon rapport qualité-prix, parce que cet iPhone, c'est pas un iPhone au rabais finalement.
technologiquement. Non, c'est un vrai iPhone, l'équivalent Ellie l'a très bien dit, hein, c'est l'équivalent du 6S, mais avec un écran plus petit pour un public qui avait tendance à se détourner des grands modèles, des grands écrans, et qui pour le coup là n'est pas oublié, n'est pas volé. Ce n'est pas l'iPhone 5S, c'est pas le modèle qui est sorti 2 ans auparavant, quoi. Et d'ailleurs, Ultramac précise sur Twitter que les premiers benchmarks annoncent des meilleures performances pour ce 5SE que le 6S. C'est normal, c'est ce que j'avais un peu souligné la semaine dernière. Dans la mesure où la puce est intégrée, c'est un système on chip, et que le nombre de pixels qu'il y a à gérer est moins important, les performances font que les performances sont bien meilleures. C'est l'équivalent l'image d'Ellie était très bonne. Je dirais même que c'est un petit cabriolet, un petit Spider anglais ou italien par rapport à une berline qui a en plus une grosse carrosserie à trimballer, quoi. Ouais, Céline sur Twitter nous dit à 399 €, ça aurait été parfait. Bon, c'est sûr que c'est toujours trop cher, mais c'est déjà un pas non négligeable de la part d'Apple qui est quand même. Et puis il faudra voir les tarifs. 1 € est 1 €. Il faudra voir les tarifs une fois le téléphone subventionné, puisque je pense que les opérateurs vont le proposer à des prix encore plus attractifs qu'il ne l'est sur l'Apple Store. Donc là aussi, ce sera pas négligeable de voir à quel tarif les différents opérateurs français vont proposer cet iPhone qui, encore une fois, il a vraiment de quoi séduire. Alors, Elie, tu n'as pas encore le droit de le faire, mais certains se le sont octroyés, et ce sont des confrères du site iMore, notamment aux États-Unis. On trouve sur le web cette vidéo donc, qui est signée de René Ritchie, son rédacteur en chef, avec le déballage de l'iPhone SE. Ah, les vénards. Ah, les vénards, ils en ont de la chance. Le fait que le design, finalement, n'ait rien de nouveau, au départ, moi, j'y ai vu quand même un gros point faible, mais non, il y a plein de gens qui adorent le 5S. C'est ça. Ce design, il a quand même cartonné. Et donc, stratégiquement, c'est plutôt une bonne idée d'Apple de ne pas réinventer la roue, quoi. C'est ça ? Oui. Ouais. Et puis, il y a une petite réponse aussi, puisqu'on a vu, suite à la keynote, un certain nombre de personnes qui ont dit « Oui, mais Apple sort encore en 2016 un téléphone à 16 Go. » OK, en entrée de gamme. Par contre, là où ils ont été forts, c'est qu'on passe du 16 au 64 pour 100 $. Ouais. 100 € d'ailleurs en France. Et ça, pour quadrupler la mémoire, du coup, le modèle en 64 Go, il est particulièrement bien placé. Ouais. Et du coup, c'est un peu dommage d'investir dans un 16 Go seulement. Sauf ceux qui n'ont pas de budget. Bah oui, bien sûr. Mais si on peut faire l'effort de s'offrir son premier iPhone, ça vaut le coup. On peut rappeler qu'avec 16 Go, on ne fait pas grand-chose quand même. Non, sauf pour des jeunes qui aujourd'hui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne voudraient pas mettre 100 € de plus et qui par contre, eux, streament tout. Parce que 16 Go, si vous avez votre photothèque sur iCloud, si vous avez Apple Music ou Spotify, 16 Go, ça va. C'est juste pour les générations comme nous. Moi, j'aime avoir mes chansons dans mon iPhone, mes photos dans mon iPhone. Donc, je te comprends. Je te comprends, Elie. Vous avez des téléphones qui ont quelle capacité d'ailleurs les uns et les autres ? 64. Eddie ? 128 pour moi. Ah, et Gilles ? Pareil, 64 parce que j'aime bien faire des listes de lecture. Ah ben voilà. Et vous qui êtes sur vos box, sur Watch.tv, sur les applis, dites-nous quelle est la capacité de votre iPhone. Dites-nous quel iPhone vous avez d'ailleurs avec le hashtag iWeekTV. Est-ce que vous avez opté pour la version la plus abordable parce que il faut bien faire attention à son budget, ou est-ce que vous avez fait un effort pour vous offrir un iPhone avec une grosse capacité ? C'est vrai que ça devient plus simple d'avoir un iPhone désormais avec de la place. C'est quand même beaucoup plus confortable. Céline, d'ailleurs, hyper active sur Twitter, nous dit que c'est vraiment un grand succès ce design. C'est une valeur sûre. JJTR nous dit le SE est pour les personnes qui ont
encore des 3GS au 5S et qui ne veulent pas passer au grand format, donc au format de l'iPhone 6, 6S et 6S Plus. C'est vrai qu'il y a un public pour ces écrans de 4 pouces, alors que, comme le disait Driss la semaine dernière, il y a quand même une grosse tendance à aller vers des écrans de plus en plus grands. Hein. Apple est quasiment le seul sur le marché à réduire la taille de ces écrans. Hein. Oui, mais ces gens-là laissent tout un tas un public derrière eux qui ne renouvellent pas forcément leurs terminaux pour des raisons de taille, en disant pour moi c'est trop grand, c'est pas pratique, je n'en veux pas. Non, puis moi qui mets toujours mon téléphone dans ma poche, c'est vrai que quand je suis passé du petit téléphone 4 pouces au grand téléphone, et c'est pas toujours pratique, hein, c'est encombrant, et je peux comprendre que même pour le mettre dans un sac à main, pour le glisser dans la poche arrière, un 4 pouces soit quand même bien plus pratique et évident à glisser qu'un grand téléphone. Et puis c'est vrai qu'ils sont de plus en plus grands, on se demande où ça va s'arrêter quand même. Moi j'ai essayé les deux, hein. J'ai essayé le 6 et le 6 Plus à leur sortie, et pour moi le 6 Plus est trop grand. Le 6 c'est le format maximum que je peux manipuler et gérer dans la journée. Les Plus, pour moi, il faut un sac à main, quoi. Trop grand, oui. Mais d'ailleurs, ce qui est étonnant, ce que je voulais dire, c'est qu'on nous a bassinés pendant des mois avant la sortie, d'ailleurs, des 6 et des 6S, sur le fait qu'en Asie, tout le monde avait des téléphones super grands, qu'en Asie, c'est le paradis des téléphones méga grands, des phablettes, etc. Et pourtant, l'info qu'on a donnée tout à l'heure, en Asie, il semblerait qu'il y ait déjà presque 3,5 millions de précommandes pour l'iPhone SE, ce qui veut dire qu'il y a quand même en Asie des gens qui veulent des petits téléphones. Absolument, on le voit notamment sur Slice 42, 3,4 millions de précommandes, un peu plus, hein, de 3,4 millions de précommandes d'iPhone SE en Chine. Effectivement, mais là on va dire qu'il y a sans doute un mix, hein, dans le début de succès de cet iPhone. Il y a effectivement l'écran qui est quand même un format très... comment on dit, qui fait la synthèse un peu, hein, qui est un très bon compromis. Et puis il y a quand même l'argument du prix. Oui. Ou à chaque fois qu'on gratte 100 euros sur un iPhone, on gagne X millions de ventes, non, Elie? Oui, absolument. Mais là, je pense qu'Apple complète sa gamme. J'ai entendu pas mal de bruit dernièrement sur la stratégie d'Apple qui, maintenant, a décidé de ne plus être le premier innovateur technologique absolu, mais plutôt de se concentrer sur l'attente des consommateurs et dire, s'il y a aujourd'hui un marché pour du 4 pouces, on va mettre un produit bien placé en 4 pouces et on va en vendre des tonnes. Et on va innover, mais pas tout le temps, pas tous les ans, pas pour que tout le monde nous copie systématiquement. On va d'abord voir où sont les marchés et où est-ce qu'on peut placer nos produits, et on innovera quand même, mais de temps en temps. Ouais, on vient de voir les caractéristiques, là, de cet iPhone SE. Vraiment, il a rien d'un iPhone d'entrée de gamme, quoi. Alors, aux États-Unis, ils ont dit que les opérateurs allaient pouvoir le proposer pour $1 avec un abonnement de 2 ans. Ouais. Et pour le coup, c'est une super affaire. Et ça vaut le coup, ouais. C'est une super affaire. Bon, on va passer au deuxième gros sujet de cette keynote de la semaine dernière. On attendait un iPhone, on attendait aussi le nouvel iPad, et on s'est demandé si Apple oserait l'appeler l'iPad Pro, petite version. Oui. C'est effectivement le cas. L'iPad Air finalement cède la place, hein, c'est ça qu'on peut dire? Oui, c'est le successeur de l'iPad Air. Voilà. Donc l'iPad n'est plus que Pro désormais. Alors il y a toujours l'iPad Air 2, hein, qui est commercialisé même sur l'Apple Store, mais à terme, donc dès l'année prochaine, je pense que l'iPad sera un iPad Pro et uniquement un iPad Pro. Ouais. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un iPad mini Pro, ou est-ce que ça devient ridicule Rien n'est impossible. Il va falloir qu'ils casent l'écran dans une taille de mini. Hein. C'est peut-être pas tout de suite, mais s'ils y arrivent, pourquoi pas? Et surtout, je pense qu'Apple a compris que les usages ne sont pas les mêmes entre le grand et le petit.
Autant un iPad 9,7 pouces peut encore s'apparenter à un iPad que l'on va utiliser à domicile, mais aussi à l'extérieur pour travailler, autant un iPad mini paraît quand même plus être un appareil pratique pour la consultation, plus que pour le travail. Oui. Donc je ne suis pas certain qu'Apple ira jusqu'à baptiser un iPad mini Pro. Bon, on ne sait jamais. Comme pour l'iPhone SE, je vous propose de découvrir ensemble les images du déballage de cet iPad Pro de 9,7 pouces. Bon, ça n'a rien de spectaculaire en soi, mais c'est effectivement les premières images du déballage qu'on découvre. À nouveau, c'est René Ritchie donc, qui a eu un double cadeau pour Noël, apparemment, avec quelques jours d'avance. On remarquera que c'est toujours les modèles or et or rose qui sont présentés. Volontairement Je pense que ce sont des couleurs qui sont mises en avant, en tout cas, qui plaisent bien, je crois. Bon, en tout cas, les modèles de démo que nous avons reçus pour donc toutes les boutiques APR sont or rose et or rose. Donc iPhone SE or rose, iPad Pro or rose. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre de ces couleurs, vous Eddy Oui, mon iPad Pro est de couleur or et c'est la première fois que je me suis laissé tenter par une machine couleur or et je le regrette pas du tout parce que finalement il est bien sympa. Donc c'est comme celui-là en fait. Hein. Comme celui-là, exactement. Voilà, mais en plus et j'hésite même à me laisser tenter par un iPad Pro 9,7 pouces couleur or. Dis donc, tu veux toute la famille, toi. Exactement, oui. Bon, en même temps, tu étais un spécialiste des tablettes. Hein, donc, exactement, il faut bien les tester à mon Voilà, exactement. faut bien. Je me sacrifie. Voilà, c'est ça. Je teste les iPads. Il faut au moins que ça serve à ça. Alors, sur ce concept d'iPad Pro plus petit, mais en fait au même format que les iPads précédents, hein, on est sur 9,7 pouces, on retrouve quand même les caractéristiques de l'iPad Pro du plus grand, donc notamment les 4 haut-parleurs. Il y a quand même deux différences, c'est qu'on a que 2 Go de RAM a priori sur l'iPad Pro 9 pouces, alors qu'on en a 4 sur l'iPad Pro 12 pouces. Mais par contre, on a quand même un appareil photo, un capteur qui est bien meilleur sur l'iPad Pro 9 pouces, avec en plus le flash True Tone, donc qui va permettre de prendre des photos dans de meilleures conditions, alors que sur le 12 pouces, on est encore sur le capteur 8 mégapixels. Et le processeur est un peu moins rapide. Voilà, exactement. Et c'est vrai qu'il a été bridé a priori pour des questions de surchauffe, si j'ai bien compris. Il n'y a pas aussi une différence au niveau de l'USB ? Alors je crois que oui, il me semble qu'il y a l'USB 3 qui est pris en charge par le 12 pouces, si mes souvenirs sont exacts, et qui n'est pas pris en charge par le 9 pouces. C'est bien ça. Il me semble que c'est bien ça. Il y a quand même une astuce intéressante qui concerne la recharge via le câble Lightning en USB-C. C'est ça, oui. Et je crois que c'est toi, Eddy, qui m'a attiré vers cette vidéo notamment. Oui, j'étais tombé là-dessus et effectivement, a priori, donc en prenant le chargeur du MacBook qui est sorti donc l'année dernière, en branchant le cordon Lightning sur le chargeur, on peut donc avoir un temps de charge qui est, je crois, divisé par 2,5 voire même 3 pour recharger son iPad Pro. Alors pour le 12,9 pouces, ça peut être vraiment très intéressant. Ouais. Oui. Alors, donc la manip, c'est... répète-nous la manip pendant qu'on voit la vidéo. Donc a priori, il faut juste prendre le chargeur qui est livré avec le MacBook, le dernier MacBook. Donc il y a un chargeur qui ressemble finalement au chargeur que l'on retrouve sur les iPads, c'est-à-dire un chargeur sur lequel on va pouvoir brancher un cordon via la prise USB. Et donc il est possible du coup de brancher le cordon Lightning qu'on voit à l'image sur le nouveau cordon Lightning, c'est vrai, sur le chargeur donc du MacBook qui est sorti l'an passé, et puis ça va permettre de recharger beaucoup plus rapidement sa tablette. Le gain en temps est quand même impressionnant. Hein. Comment ça se fait ? Ça n'est qu'une question de puissance C'est exactement ça, c'est la puissance. Hein. Que je dise pas de bêtises, hein, je crois qu'on est sur du 29 watts, il me semble, pour Exactement. le... 29 watts, tout à fait. Donc voilà, et du coup on a c'est du 12 watts, il me semble, sur l'iPad. Donc on a une puissance qui est plus que doublée. Donc forcément on a un temps de charge qui lui aussi est plus que doublé.
Moi, je ne serais pas. Griller des toasts dessus. Je ne ferais pas ça sur mon matériel pendant 29 watts, tu vas voir, l'iPad, il va léviter sur la table. Moi, je rejoins Gilles. Moi non plus, je ne suis pas sûr que j'aurais envie de tenter l'expérience. Parce que c'est, à force, c'est pas seulement des espaces vides, les batteries qu'il faut remplir avec du liquide. Il y a tout un tas de composants électroniques qui sont là pour gérer la charge et la répartition de la décharge. Je ne sais pas, au bout de quelques charges avec cette puissance-là, dans quel état comment ils vont vieillir, quoi. Donc, c'est pour le fun, c'est sympa de le savoir, d'avoir tenté l'expérience, mais sur le long terme, je ne sais pas ce que ça pourrait donner, quoi. Il nous reste pas beaucoup de temps, les amis. Je voudrais qu'on parle de 2 sujets importants, parce que ce sont des sujets actuels et d'avenir. D'abord, les portables, les Mac portables qu'on attendait peut-être la semaine dernière, qui ne sont pas arrivés, qui pourraient arriver au mois d'avril. Hein. C'est ça le dernier bruit qui court. Et oui, comme d'habitude, les développeurs se sont penchés sur la dernière version de macOS 10, et en particulier sur l'installeur, puisque l'installeur de macOS 10 a une liste de machines cibles sur lesquelles elle peut s'installer. Et donc, ils ont trouvé des produits qui sont des MacBooks et qui, d'ailleurs, sont estampillés Early 2016, alors que nous savons tous que les MacBooks sont plutôt Early 2015, donc d'il y a 1 an. Il n'y a pas eu de MacBook Early 2016. Donc, c'est forcément des nouveaux produits. D'accord. Donc, l'estimation du mois prochain, ça pourrait arriver assez vite, hein ? Bah oui. Ouais. Oui, parce que sinon, ça serait des mid 2016. Exactement. Ah oui, mid commençant quand ? En juin ? Une conférence de développeurs. Bon, il nous reste une grosse minute pour aborder un sujet alors douloureux, et c'est vrai que ça devient un problème parce que autrefois, il y a encore pas si longtemps, on faisait les mises à jour Apple les yeux fermés. Et désormais, alors moi, vous savez, je suis toujours pas passé à El Capitan sur certaines de mes machines, et idem sur iPhone et sur iPad. Et ben, on a à nouveau quand même un gros problème dans iOS, la mise à jour 9.3. Pour te donner une idée, parce qu'on commence à en parler, iOS 9.3, il y a eu d'abord un problème d'activation. C'est-à-dire que tous les produits qui n'étaient pas de dernière génération, on n'arrivait pas à les activer. Apple a réagi, pas très 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 vite par rapport à d'autres fois, mais ils ont sorti une et puis une deuxième version d'iOS 9.3 pour régler le problème. Mais reste ce problème de lien. Et pour te donner une idée, aujourd'hui, on a eu plus de 10 personnes qui sont venues dans nos services techniques à Nice et à Cannes avec exactement ça. Donc 10 personnes dans la journée. Donc qui n'arrivent pas à cliquer sur les liens, en fait. Hein, Absolument. Mais c'est que dans certains cas, tu cliques sur le lien, ça te plante l'appareil. Dans Safari. C'est pire que ça. Ah oui. Donc, bon, c'est quand même un problème. Pour l'instant, on ne sait pas quoi leur dire. C'est vrai que la qualité des mises à jour, et la stabilité des mises à jour pose quand même problème. Et pourtant, il y a des bêtas qui aujourd'hui sont ouvertes au public. Donc, logiquement, effectivement, c'est bizarre que ce genre de problème arrive à la sortie du produit final. Bon, écoutez, on en reparlera, j'imagine, la semaine prochaine. C'est la fin de cette iWeek numéro 27 de la saison 3 déjà. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été là. Merci, Eddy Magnette. Bonne soirée à tous. Tablettetactile.net, Eli. Et objeco.com. Et objeco.com, absolument. Salut Eli, du côté de Nice. À très vite. Et salut à toi, Gilles. À très bientôt dans iWeek. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, mardi, 20h, en direct pour un nouveau numéro. À moins qu'on se retrouve d'ici là. Salut à tous.